La globalisation est un processus historique qui prend racine dans l'essor des échanges internationaux et des circulations humaines. Son symbole aujourd'hui, c'est la firme globalisée. Pour les autres entreprises, il est ainsi devenu difficile de survivre sur le marché mondial. Pour réussir, il faut être de plus en plus compétitif, productif et surtout trouver d'importants financements. Elle est le fruit en fait, de l'introduction du principe de concurrence, j'allais dire de façon quasi universelle et dans toutes les activités humaines et notamment dans le commerce mondial. Il y a eu une politique très clairement active des pouvoirs publics, d'ailleurs de façon assez intéressante, que ça soit de droite ou de gauche, par exemple en Europe, aux États-Unis, au Japon également, à partir du milieu des années 80. Moi, je parle de trois globalisations. Je parle de globalisation au pluriel, de trois globalisations. Il y a une globalisation numérique, qui est en même temps la condition technique des deux autres. Il y a une globalisation de l'industrie financière et il y a une globalisation des firmes, c'est-à-dire l'apparition de firmes globales qui se caractérisent par le fait qu'elles localisent leurs emplois partout dans le monde en fonction des avantages pour ce type d'emploi de chaque territoire. Quand vous voyez par exemple dans l'industrie textile, pour prendre cet exemple, le coût minute d'un salarié en France est de 50 centimes d'euros. Dans le Maghreb, il est environ de 13 centimes d'euros et en Chine, c'est 5 centimes d'euros. Et on peut trouver moins cher encore dans d'autres pays. Alors vous voyez que l'entrepreneur français, s'il veut survivre, il doit bénéficier d'autres critères, d'autres atouts, si vous voulez, de productivité. Alors ça concerner l'innovation, ou alors il va se réfugier dans certaines niches techniques, mais dans tous les cas, il aura intérêt à être le plus innovant possible. La globalisation financière, d'abord, c'est quoi? C'est le fait que l'industrie financière, c'est-à-dire les banques, les fonds d'investissement, etc., est devenue une industrie globale. Pourquoi? Parce que depuis les années 80, par vagues successives, on a autorisé la circulation de plus en plus intense des capitaux. Et donc, vous avez l'industrie financière qui met toutes les firmes globales en concurrence très sévère pour accéder aux ressources financières et qui les oblige à avoir à peu près toutes la même rentabilité pour un niveau de risque donné. Pourquoi les entreprises ont des propriétaires qui sont issus de différents pays du monde? Parce qu'on a des sources de financement qui se sont taries en France. On a beaucoup de mal à financer nos PME. Et on est un pays de capitalistes, en France sans capitalistes. Vous voyez, il y a peu de gens qui investissent dans les entreprises, ou insuffisamment. Si on compare par rapport à l'Allemagne, on se rend compte par exemple que en Allemagne, les PME ont développé des relations de partenariat très importantes avec des banques de proximité et ça fonctionne très bien. En France, nos PME ont beaucoup de mal à se développer. Alors, soit elles stagnent et elles restent des PME, elles ne deviennent pas des entreprises de taille intermédiaire, soit elles se font racheter par des entreprises étrangères. Il y a un constat qui est affolant, hein. Dans des domaines d'avenir comme la medtech ou la biotech, 80% de nos PME sont rachetées par des entreprises étrangères avant d'avoir atteint leur phase de maturité. Ils préfèrent vendre plutôt que finalement arrêter leur activité parce que si on ne se développe pas, on meurt. La globalisation est donc une économie guerrière avec ses gagnants et ses perdants. Durcissement des conditions de travail pour certains, chômage, concentration de la richesse, elle a un véritable coût humain et social. On peut analyser la mondialisation et la globalisation comme étant le moment où il y a eu des arbitrages qui ont été faits de façon plus ou moins explicite. Arbitrage au profit des consommateurs des pays développés et finalement qui s'est répercuté sur les travailleurs des pays en voie de développement qui ont trouvé des débouchés. Et c'est encore une fois toute cette masse de population qui est sortie de la très grande pauvreté, qui n'est peut-être pas du tout atteint, j'allais dire, des niveaux de revenus élevés, mais en tout cas qui est sortie de la très grande pauvreté, au détriment des travailleurs des pays développés. Le deuxième arbitrage qui a eu lieu, c'est au sein des pays développés entre j'allais dire, les classes plutôt âgées, titulaires de rente, mais au sens économique du terme, c'est-à-dire dont les revenus sont indexés sur des actifs, par exemple des actifs physiques ou sur des
des portefeuilles boursiers ou sur des droits à la sécurité sociale, qui ont bénéficié de cette période parce que l'inflation a été complètement supprimée pendant toute cette période, au détriment, j'allais dire, des jeunes et des travailleurs qui, eux, et des gens qui empruntent, qui, eux, ont intérêt, dans une certaine mesure, à l'inflation, puisqu'ils remboursent finalement leurs dettes avec une monnaie dévalorisée. Donc il y a eu ces deux grands arbitrages qui ont créé des gagnants et des perdants. Ça se traduit évidemment, par exemple, dans un pays comme la France, par un taux de chômage des jeunes élevé et un taux de chômage structurel élevé. Le chômage, et en particulier le chômage de longue durée, c'est un phénomène qui résulte de causes multiples. Bon. D'abord, il y a le progrès technique. Si le progrès technique est très rapide dans un secteur, ce secteur va détruire des emplois et ces emplois vont devoir être réemployés ailleurs. Et les délocalisations, évidemment, ont détruit aussi des emplois. Alors, quel type d'emploi? Moi, j'utilise beaucoup dans tous mes livres une distinction qui me paraît importante entre les emplois que je qualifie de nomades, c'est-à-dire les emplois qui peuvent être localisés par les firmes globales dans différents territoires. Par exemple, les emplois dans l'industrie manufacturière sont nomades, mais dans l'agriculture d'exportation aussi, mais dans le service aussi. Donc, il y a des emplois nomades qui sont soumis à une compétition mondiale, et puis il y a les emplois sédentaires qui, eux, fabriquent des biens et des services pour la consommation locale, et qui ne sont donc pas directement soumis à la compétition et liés aux globalisations. Mais ils le sont indirectement. C'est-à-dire que si dans un territoire comme la France, il y a de moins en moins d'emplois nomades, ça va avoir un effet, évidemment, sur le secteur sédentaire, puisqu'il y a moins d'emplois nomades, moins nombreux, moins riches, et donc la demande qu'ils vont adresser aux biens et services sédentaires va diminuer. La globalisation a lissé certaines inégalités mondiales, mais les inégalités internes ont explosé. Depuis les années 80, les 1% les plus riches ont profité 2 fois plus de la croissance que les 50% les plus pauvres. Et les premières victimes de cette globalisation se trouvent en fait dans les classes moyennes des pays riches. Si c'est vrai qu'à court terme, le progrès technique peut détruire des emplois, par exemple, sur le long terme, les emplois sont évidemment remplacés. Voyez. Alors, il y a quand même deux éléments nouveaux aujourd'hui. Le premier élément, c'est qu'on a une accélération du progrès technique, si vous voulez. Et cette accélération, elle conduit un certain nombre d'analystes, d'observateurs, à dire que de très nombreux emplois vont être détruits dans les 20 années à venir, dans un laps de temps très court finalement. Et pas seulement des emplois industriels, ça concerne aussi les emplois en col blanc, des avocats par exemple. Voilà. Et là c'est une vraie crainte qu'ont exprimé de très nombreux économistes. On peut classer les emplois par qualification ou par salaire. Si vous voulez, tout à fait en bas, vous avez le manœuvre, mais aussi la femme de ménage, ou tous ceux qui sont au SMIC, la vendeuse de supermarché, l'aide-soignante, etc. Et puis, en haut de l'échelle, vous avez des emplois extrêmement qualifiés qui gagnent beaucoup d'argent. Bon. Quels sont les emplois qui ont disparu, enfin, dont le nombre s'est réduit, et ceux dont le nombre a augmenté? Eh bien, les emplois dont le nombre s'est réduit sont au milieu de la distribution. Pas du côté des emplois les moins qualifiés, au milieu. Ce sont des emplois, justement, dans l'industrie, où il y a eu à la fois un progrès technique, robotisation, qui a réduit ce nombre d'emplois, et délocalisation. Mais pendant ce temps-là, en bas, si vous voulez, les emplois de services sédentaires ont fortement augmenté, et à l'autre bout de la distribution des qualifications, les emplois qualifiés, eux aussi. On distingue très souvent aujourd'hui les gagnants de la mondialisation qui en général se situent dans les grandes villes, qui ont des emplois stables, plutôt bien rémunérés et plutôt agréables. Et puis dans les périphéries ou dans certaines villes de province, eh bien, on a des personnes qui sont complètement laissées à l'écart de la mondialisation, qui n'arrivent pas à suivre. Symbole de ce déclassement, les gilets jaunes. Depuis, avec la crise du Covid, le nombre de déçus de la mondialisation a encore augmenté. Mais faute d'alternative au système, c'est toujours aux États de prendre en charge ces effets négatifs et de trouver des solutions.
une des réponses possible, c'est de réaffirmer la place de l'industrie en France. On a en réalité des atouts encore extraordinaires. En France, on a encore un savoir-faire important. On a une image de nos produits qui est encore très positive dans le monde. Et il faut essayer de redynamiser le secteur industriel localement. Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas le faire si on n'améliore pas l'environnement économique et juridique local de nos firmes. Alors concrètement, ça veut dire passer par une certaine protection de nos firmes à l'égard du reste du monde. Notamment, pour être très concret, je ne serais pas hostile, par exemple, à une taxe à l'entrée sur les produits étrangers en provenance de pays qui ne respectent pas un minimum de règles environnementales ou de règles sociales. Et puis, il y a aussi peut-être un travail de ménage à faire dans la réglementation, parce que autant je dénonce le manque de protection de nos salariés, hein, qui sont souvent pressurés à l'excès, autant je pense qu'on a un code du travail qui est trop épais, qui est trop contraignant pour nos entreprises. On voit aujourd'hui beaucoup une résurgence d'un discours protectionniste. Il faut aborder ces négociations internationales, j'allais dire, sans naïveté, même avec une certaine, peut-être une certaine brutalité à l'égard de partenaires qui ne jouent pas le jeu, mais ne pas se lancer dans une spirale du protectionnisme, parce que le protectionnisme, c'est toute chose égale par ailleurs. Dans le milieu économique, ce qu'est la guerre, on sait comment ça commence, on ne sait jamais quand et comment ça se termine. Ce protectionnisme, il est dangereux, sauf s'il est raisonné. C'est évidemment toute la difficulté de savoir où est-ce qu'on situe les critères. Mais il est clair qu'il y a un besoin de soutien, en particulier de soutien public à certaines industries qui sont par exemple des industries naissantes, dans des domaines de technologie dans lesquels sans aide, les entreprises n'atteignent pas tout de suite la taille critique et ne peuvent pas développer le marché finalement. Je pense aux nouvelles technologies, à la biotechnologie, etc. Ou bien aussi un soutien aux entreprises dans des secteurs de souveraineté. On a vu le problème de la fabrication de masques en France qui avait quasiment disparu, alors que c'était un bien de première nécessité. Il ne s'agit pas tellement de les protéger que de les multiplier. Il ne faut pas forcément protéger ceux qui existent déjà mordicus. Il faut aussi savoir attirer justement les firmes globales pour créer chez vous des emplois nomades. Voilà. Donc oui, ce sont des politiques qui peuvent être mises en œuvre par des États. Il ne faudrait pas mettre des droits de douane sur les produits exportés par des firmes qui fabriquent en Chine. Il faudrait leur dire, si vous voulez vendre sur notre marché, vous devez venir produire ici. Voilà, c'est ce qu'ont fait les Chinois d'ailleurs. Ils ont dit à toutes les firmes globales, 1,3 milliard d'individus, nous sommes encore pauvres, mais nous sommes le marché qui a le plus grand potentiel dans le monde. Si vous voulez nous vendre quelque chose, vous venez le produire ici. Ça, c'est une politique qui est à la portée de tous les grands blocs. La France ne peut pas faire ça toute seule, hein, parce que si vous dites à une firme globale « faites-moi une usine ici », il faut que le marché local le justifie. Alors le marché local qui le justifie, c'est plutôt le marché européen.